Salut l'équipe, historique, unique, mais surtout terriblement logique. Wemby sera donc le premier Français à être titulaire à la boum trop souvent ratée du milieu de saison NBA. Et si l'All-Star Game est devenu la fête la plus surcotée de la planète, où l'on peut tenter des panenka au lancer franc pour la gagne sans que ça gêne personne, recevoir quand même son carton d'invitation en premier reste un accomplissement majeur dans une carrière. Toujours plus haut, Victor veut s'installer sur le trône NBA comme Donald Trump au Groenland. Et si pour le titre NBA, ça me paraît un petit peu court cette année, j'ai quand même confiance en mon Victor pour repartir de Los Angeles les poches pleines avec une victoire et surtout le titre de MVP. Marquer les esprits, laisser son empreinte, comme toujours. Mais j'y pense comme ça. Et si Victor était finalement le chaînon manquant pour redonner un petit peu d'intérêt et de sérieux à cette parodie de match. Et il ne s'en cache même pas, il veut montrer l'exemple, voire même inspirer Nikola Jokic et Luka Doncic, sans vraiment les citer, à jouer sérieusement ce match. Non, il n'y a clairement plus de secret, Victor Wembanyama ne veut pas simplement être le boss de sa franchise, mais être le boss de toute la ligue. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show et vous le savez, on est rentré dans une nouvelle ère, nous les Français, puisque pour la première fois de notre histoire, on va voir un Français titulaire au All-Star Game. Et pour parler de ça, il me fallait évidemment deux experts, deux spécialistes, deux amis, deux frères. Thomas Dufan et Théo Messer. Comment ça va les copains? Ok PNL. Mais écoute, on est ravis aussi de faire cette petite émission en famille. Il manque que Victor pour pouvoir le célébrer parce que c'est vrai, t'as raison, il marque l'histoire, pas seulement du pays, mais l'histoire de la NBA. Quel kiff de voir un Français dans un 5 du All-Star Game. Il sera peut-être là en fin d'émission. Je ne vous dirai, restez bien avec nous. Ce sera incroyable. Bon teasing, ça va. Alors, fake news de fou, mais bon, écoute, on ne recule devant rien pour faire des vues. Comment ça va, Théo? Bah ça va très bien. Moi, c'est mes meilleurs jeudis, de toute façon, quand je viens vous avec grand plaisir. Quel Faudrait que tu plaisir. viennes casser la croûte un peu avec nous après les émissions aussi. Pour voir là, parce que c'est un vrai prolongement, le restaurant, après le First Day Show. On en est où en ce moment chez Rivers? Un petit peu sur le prochain MOOC. On attend toujours les grands sujets, les grands débats. Qu'est-ce qui se passe alors? Eh ben écoute, là on sait sur quoi on va partir. On est dans l'élaboration du sommaire, et puis on va avancer tranquillement. Et puis à côté de ça, on a tous nos podcasts aussi quotidiens, etc., qui nous occupent bien. Mais sur le MOOC, ça avance. Pas d'infos sur le sujet? Non, on peut Pas d'indice. On peut pas. Pas Un petit truc, quoi. Donne-nous à manger, là. Quelques cacahuètes. Ouais, si, on va pas mal parler de NBA dans celui-là. Quand même, je pense. Bravo. Il aurait pu dire, c'est un club de N3 du 92 où Thomas Laroukis, Erwan Labotrette et Thomas Dufan ont joué. Un MOOC sur Malakoff, ça serait exceptionnel. Il y a de quoi faire, visiblement. Vu les dossiers, il y a de quoi j'ai faire, l'impression qu'il y a de quoi creuser. Il y a pas mal de trucs à dire. Ouais, il y a beaucoup. Peut-être même trop de choses à dire. Allez, avant de rentrer dans le sommaire riche de cette émission, on va comme d'habitude vous parler des annonces à ne pas rater sur ce qui arrive sur les antennes de First Team avec, comme d'habitude, tous les lundis soirs à 22h, le NBA Classic Game. Et puisqu'on parle de Victor Wembanyama, lundi prochain à 22h, on vous propose le record en carrière de Victor Wembanyama. C'est un match très franco-français puisque donc Victor va mettre 50 pions et en face, il y aura Bilal Koulibaly, son ancien coéquipier du côté des Mets. Et donc, comment il s'appelle? Sarr. Alex, j'allais dire Olivier, non. Alex Sarr. Donc un match à ne pas rater. C'est un match récent, mais ça reste pour l'instant, je dis bien, la meilleure marque en carrière de Victor Wembanyama avec ses 50 pions. Demain, sur la chaîne Offense, vous le savez, c'est la nouvelle chaîne qui est rebaptisée après FT Sport. On vous lance le débat parallèle de la dernière émission sur Stranger Things. La série peut-être la plus surcotée de tous les temps. Thomas s'est gentiment engouffré là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses, Théo? Toi, t'as suivi Stranger Things? Pas du tout. Moi, j'ai Très bien. On va passer à autre chose alors. Mais ça, tu sais, ça m'étonne pas de toi. Peur, moi. Ah ouais, bon, ça fait peur, vite fait. Mais j'aurais été très étonné que tu sois un grand fan de cette série, je te le dis. Mais c'est pas assez cérébral, pas assez deep, c'est... Non. Non, mais alors moi, je suis un peu surpris quand même parce qu'au-delà de ce que Thomas vient de dire, il y a quand même une touche, des couleurs de la musique très années 80. Oui. Ouais. Et je pense que là-dessus, tu aurais pu te faire attraper. Mais il n'en fut rien. C'est possible. Enfin, les images que j'ai vues, c'était très cool, la thématique, etc. Et ce traitement, ça a l'air sympa. Mais ouais, non, j'ai pas mis le pied dedans, peut-être plus tard. Après, t'as vu les Goonies? Ouais. T'as vu E.T.?
Ouais. Bon, bah, t'as vu la série. Ok. T'as vu Hit, t'as vu ça? Non, ça, peut-être que tu n'as pas vu. Si Non, tu l'as ça, vu. non, ça, Ça, non. ça te fait un peu Il y a trop peur. en plus, moi, Bah je- ouais, attention aux plus, cirés je jaunes. fais Hein. plus flipper. Attention à tous nos petits Erwan de 8 ans qui ont un ciré jaune en Bretagne. Attention à vous, on regarde pas dans les égouts. Hein. Ah bah il y en a beaucoup, je te dis tout de Mais suite. c'est pour ça que je leur dis faites attention à vous. Quelle marque le ciré jaune? Ah, je sais pas. Guy Cotten. C'est le Très bien. ciré C'est le vrai ciré des marins officiel. pêcheurs Ah, officiels en très Bretagne. bien, Guy très Cotten. bien, ok. Qualité Ah supérieure. bon, j'imagine. On devrait s'en acheter un pour le scout avec... Bah écoute, mon anniversaire, c'est le 17 mars. Très bien. Ah bon, tu me l'apprends. Allez, on va se plonger dans le sommaire. Il y aura des news, évidemment. La première grande news sera Victor Wembanyama, première fois titulaire pour un Français All-Star Game. On va prendre le temps d'analyser tout ça. On va parler du retour de Jalen Green avec les Suns qui marche très bien. Et pour le coup, on ira aussi du côté de l'infirmerie du Thunder qui se remplit de plus en plus. Le débat, on va aller sur les Golden State Warriors. Mardi dernier, Jimmy Butler s'est fait les croisés. Kuminga et les Warriors, s'ils n'arrivent toujours pas à avoir une relation un petit peu saine, que doivent faire les Warriors maintenant pour essayer d'offrir, pourquoi pas, une dernière chance de bague à Steph Curry? On fera une palette sur un joueur qu'on aime beaucoup, Moussa Diabaté, qui est en train de se faire sa place petit à petit dans la ligue et surtout dans cette franchise des Hornets. Il est titulaire depuis quelques matchs et on va faire en analyse un petit peu palette, voir un petit peu l'impact de ce joueur des deux côtés du terrain. Et on finira avec le quiz. Ça m'intéresse pas de parler. Ça m'intéresse pas de parler de ça. Aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe? Je crois que je pense que je vais vous laisser faire le quiz. Tom prendra ma place et je vais arrêter de jouer. Juste, mais tu t'assois pas là. Est-ce que tu vas en régie avec Léo, tranquille. Est-ce que je peux faire un rash quit du quiz? Mais oui, si tu veux, pour une fois dans l'histoire de First Team, bientôt 10 ans, etc., dans ce First Day Show, on te laisse aller avec Léo, tranquille, dans la régie, et tu regardes ça en tant que spectateur, et je suis sûr que tu vas avoir le joueur, du coup. Ça n'arrivera certainement pas, Thomas. Je suis beaucoup... Oh, le gars. Je suis comme au casino, je suis un addict du quiz. Mais les conséquences sont moins graves. Ah ouais, oui, j'ai Les l'impression. conséquences sont moins graves. Allez, on enchaîne tout de suite avec les news. C'est tombé cette semaine, lundi même, début de semaine. On connaît désormais tous les titulaires du prochain All-Star Game. Et dans cette grande liste, il y a pour la première fois de l'histoire un Français. C'est Victor Wembanyama, donc, qui va starter le All-Star Game. Vous le voyez donc dans le 5 majeur. Une première pour un Français. 6e au vote des fans. Et il est 7e chez les joueurs et 4e chez les médias. Thomas, on en a un petit peu parlé lundi. Je vais donner la parole à Théo, nous qui suivons l'NBA depuis des années, quasi plus de 30 ans. Il y a une forme de logique, mais quelque part, c'est pas, moi, ça m'a fait quelque chose de me dire, pour la première fois, d'assister à ça. Ouais, c'est clair. En fait, c'est là qu'on voit à quel point on est gâté. C'est-à-dire qu'on a tellement été habitué à avoir des joueurs français qui jouent en NBA, des joueurs qui sont All-Star, même des joueurs qui gagnent des titres, qui font des finales, etc., qui sont performants en playoff, qu'on en a oublié que c'est pas anodin, quoi. Et qu'effectivement, avoir un Français dans un 5 majeur du All-Star Game, ça reste un accomplissement assez fou. Pour autant, j'étais pas si surpris que ça. On s'y attendait un petit peu, quand même, vu la cote de popularité de Victor. Mais c'est effectivement quelque chose qu'il faut pas, je pense, sous-estimer comme impact et comme accomplissement. Ouais. Voilà, exactement. Thomas, ce qui est fou, c'est que c'est nous qui suivons l'NBA avec tous ces Français qui ont joué, ces 3 Français avant lui qui avaient pu faire le All-Star Game, donc Tony Parker, Joakim Noah et Rudy Gobert. C'est toujours un événement. Mais il y a ce côté, c'est fou, c'est une première pour le basket français, mais en même temps, à ce côté, en fait, c'est ultra logique. Mais c'est la trajectoire de Victor, t'as raison. Autant on peut se réjouir, autant c'est juste une balise de plus dans cette trajectoire exceptionnelle. Victor est un joueur formidable, un gars qui a envie de faire bouger les choses, et notamment sur le Star Game là, et on est juste... En fait, moi, je suis juste content pour lui. On peut pas non plus faire la fête parce que c'est tout à fait logique. Et ce que j'apprécie, c'est que l'année dernière, certains disaient il est All-Star parce qu'il est populaire et parce qu'il y a une espèce de une hype hors norme autour de lui. Mais cette année, c'est parce que c'est le meilleur joueur de l'une des meilleures équipes de toute la NBA. Donc la logique est implacable, sachant qu'il a été élu dans le 5 pour 6000 votes en plus par rapport à Anthony Edwards. Donc la stat est complètement ouf. Donc c'est un truc dont on pourra se rappeler assez souvent. Il a réagi, Victor, justement, à sa première sélection en tant que titulaire au All-Star Game. Et voilà ce qu'il a dit. C'est une grande fierté. Ça représente beaucoup pour moi, encore plus que le fait d'être titulaire. J'espère pouvoir laisser mon empreinte sur ce match. Plus que la victoire, c'est la manière qui m'importe. J'ai envie de jouer dur et d'influencer les grands de ce sport à faire pareil. Et là, les gars, j'ai envie de vous lancer, c'est que il va pas se contenter seulement de dire « Ah, c'est un honneur pour moi », et dire « En fait, cette parodie de basket qui, honnêtement, depuis des années, on n'arrive plus trop à adhérer à ce match-là, lui, il dit « Je vais être titulaire, mais en fait, je vais emmener tout le monde avec moi, je vais en refaire un vrai match de basket. » Mais l'année dernière, il était pas titulaire, c'est ce qu'il a fait, Ouais, vous vous souvenez. c'est L'année ça, dernière, toute il la est force de venu... Victor. Alors, évidemment, c'est un tournoi et tout, c'est relou. C'est vrai que c'est relou. Là, cette année, on aura une équipe internationale et une équipe US. Et une troisième équipe, aussi US. L'année dernière, Victor, il joue ce match
en mode, c'est un match normal. J'ai de l'intensité, je défends, je lis mon petit livre avant dans le vestiaire, et ça donne une séquence réseaux sociaux hyper virale. C'est Victor Wembanyama, il est comme ça. Et ça doit venir des joueurs de toute manière. Vous avez sûrement vu passer l'extrait avec Kevin Garnett qui dit que c'est à cause de LeBron qu'on en est là, parce que Kobe voulait défendre sur lui, tout le monde attendait que ça. Il fait une passe, sous-entendu, LeBron, lui, il s'en fiche, et il est là juste allez, pour se faire un petit kiff. Non, les joueurs à l'époque étaient là pour quand même tenter de gagner et jouer à peu près sérieusement. Et ben, si Victor montre l'exemple, peut-être que le All-Star Game redeviendra un match normal, en tout cas un bon match de basket. De toute façon, pour moi, depuis le départ, c'est la seule chance qu'on a que ça puisse bouger, c'est si ça vient des joueurs. Tu pourras pas jamais mettre assez d'argent pour que ça les intéresse. Tu peux faire toutes les formules que tu veux. S'ils ont pas envie de jouer, ils ont pas envie de jouer. Et là, c'est vrai que le voir à côté de Giannis, le voir à côté de Jokic et de Luka, tu dis, il suffit qu'ils s'engrainent un minimum pour qu'il y ait quand même une espèce de piqûre d'orgueil. Et en fait, je pense qu'il suffit d'un All-Star Game disputé où vraiment les gars se mettent dessus pour que ça relance une dynamique. Après, il suffit. C'est un gros... c'est un gros... Vu l'historique récent, c'est quand même... La scie est balèze. C'est un scie, pour un baobab millénaire, quoi. C'est vraiment une grosse scie, quoi. C'est sa 3e année dans la ligue. Et en fait, il parle clairement à des mecs qui sont déjà en place. Nikola Jokic est un multiple MVP, champion NBA. Et il s'adresse à tous les mecs déjà installés en disant « Bon les gars, moi par contre, je veux faire en sorte que ce match redevienne du bon divertissement. » C'est quand même... Mais de toute façon, c'est agréable en fait. C'est agréable. C'est très cool à lire, mais cette année, on a quand même l'impression que ça soit par ce qu'il fait sur le terrain et même ses déclarations, de dire il veut prendre le contrôle de quelque part et dire « Non, moi, dès qu'on est sur un terrain de basket, ça doit forcément être sérieux. » Ouais, c'est vrai, t'as raison que Victor, de toute façon, était un esprit différent. Tout le monde le sait, même nos parents, nos grands-parents sont au courant de qui il est, avec cet état d'esprit un petit peu hors norme. Ce qui est cool, c'est qu'il arrive à le retranscrire dans ce début de carrière, sur le terrain, t'as raison, avec les Spurs, mais aussi dans d'autres environnements comme celui du All-Star Game. Donc si vraiment, il arrive juste à ce que le match soit un peu disputé, enfin les matchs soient un peu disputés, et ben ce serait un accomplissement encore plus grandiose que d'être dans le 5 du All-Star Game. Et donc c'est l'attente maintenant que j'ai. On va voir si ça suit derrière. Et encore une fois, Adam Silver veut ce match, tout le monde le veut, le match international contre les US. Et ben vas-y, on le fait pour avoir un semblant d'animosité. Justement, Théo, ce match-là, donc avec ces 3 équipes, est-ce que finalement, moi, quand je vois dans quel état arrive Victor avec ses déclarations, la saison qu'il est en train de faire, je suis presque frustré de me dire que ça va pas être un vrai match de basket en 4x12 à l'ancienne. Ouais, c'est vrai. Après, honnêtement, le All-Star Game, j'ai beaucoup de mal à m'intéresser aux différentes formules, etc. Là, au moins, il y a un petit coup de piment quand même. Parce que effectivement, sa déclaration, le fait qu'il soit titulaire, ça fait au moins 10 ans qu'il n'y avait pas un truc autour du All-Star Game où je me disais, ah, putain, là, peut-être que ça vaut vraiment le coup quand même de jeter un œil. Donc, on verra. Mais je t'avoue que c'est dur de se projeter sur le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, si la formule... C'est très difficile. C'est très difficile. Voilà. Là, c'est une hypothèse, tu vois, hyper positive d'imaginer que ça marche. De toute manière, le match a lieu dimanche soir. Lundi, on sera ensemble pour détruire le format si, encore une fois, c'est naze. Mais non, mais il faut dire la vérité. Et je le dis, c'est une vidéo qui marche chaque année. Ce qui est fou. Cette année, c'est nul. Ça est pire que les années précédentes. Faut-il supprimer le Star Game? Ça cartonne. Donc, on se fera un plaisir de se faire cette belle vidéo lors du Big Monday après le Star Game. Ce qui est fou, c'est que l'année dernière, on a dit terminé. On ne m'y reprendra plus. C'est fini. Et là, le fait que Victor soit titulaire, le fait qu'il annonce ça, Victor, est-ce qu'il va réussir? En fait, c'est aussi là, l'un des enjeux sur le Star Game. Est-ce que Victor va réussir à emmener des mecs comme Jokic et Doncic, parce que je pense qu'ils parlent surtout d'eux, qui l'année dernière ont eu un comportement dramatique, sachant que le pire des comportements, ça a été quand même celui de LeBron, qui est même pas venu se présenter pour jouer. Je suis curieux de voir si l'aura de Victor peut avoir l'impact sur des superstars déjà installés. Oui, puis il y a aussi une question d'ego, parce que là, les mecs de son équipe peuvent se dire, mais pour qui il se prend, lui, en fait moi, je suis crevé, je joue le titre, j'en ai rien à faire du All-Star Game, c'est pas le petit Français, là, qui va m'expliquer ça. D'autant que quand on voit les confrontations, moi, ce que j'aime bien avec Victor, vraiment, c'est que chaque fois qu'il joue un MVP ou un mec qui est établi, il y a une confrontation directe. Et les matchs face à Jokic, face aux Nuggets, c'est tout le temps très très chaud. Donc je sais pas dans quelle mentalité il est, Jokic. Tu vois, ça se trouve, il se dit, mais non, mais moi je vais pas lui donner l'ascendant mental de penser qu'il peut me dire ce que je dois faire. Ça marche pour Shea, par exemple, avec OKC, ils seront dans la même équipe internationale. C'est vrai que tu as raison, on peut baliser pas. On pourrait dire Şengün avec Houston, il se passe toujours pas mal de trucs intéressants. A priori, ils seront tous dans la même équipe. À voir comment les superstars NBA réagissent à un mec qui a envie de faire bouger les choses. Ce qu'on peut savoir, ce qu'on sait aussi, c'est que le All-Star Game, c'est un petit peu tout le monde se retrouve, tout le monde est un peu copain. Victor, cette année, il a toujours été un peu comme ça, mais cette année, il le dit, il l'assume encore plus. Il veut pas se faire de copains.
Et je suis très curieux de voir justement comment ça va se passer en mode, les gars, on gagne, mais par contre, vous n'êtes pas mes potes parce que la moitié d'entre vous, je risque de vous rencontrer au premier, au deuxième, peut-être au troisième tour à l'ouest. Et s'il y a d'autres mecs en finale, en fait, ce truc de, moi, il y a mes gars des Spurs, le reste, vous n'êtes pas mes gars. Ça, c'est quand même une. Ça, c'est un plaisir. Mais c'est comme ça. C'est ce qu'on a beaucoup reproché à LeBron, notamment. Voilà, exactement. Nous, on a connu la NBA de Jordan, animosité totale, rupture avec les Pistons et Isaiah Thomas. Nous, c'est comme ça qu'on imagine la NBA, avec des vraies rivalités. Ça veut pas dire que derrière, ils peuvent pas partir en vacances ensemble. Mais en tout cas, sur le terrain, on veut que ça se sente, on veut qu'il y ait du piment. Anthony Edwards aussi à ce truc-là d'être capable de trash-talker en conférence de presse certains adversaires. Donc, Victor, s'il amène ça, franchement, la NBA sera gagnante. On dit pas qu'on veut qu'ils se battent sur le terrain, on dit que ça fait partie du jeu d'avoir des rivalités, des mecs qui se retrouvent souvent, parfois c'est toi qui domine, parfois c'est toi qui gagne, mais d'autres fois tu as le droit de perdre aussi et de réagir, d'avoir un esprit revanchard. Donc voilà, Victor pour l'instant il est dans ce qu'il faut. Non, on a l'impression qu'il veut incarner ce renouveau-là, de dire au bout d'un moment, on assume les rivalités avec des équipes, avec des joueurs, ce côté un petit peu qui peut avoir au-dessus de tout, mais ça peut agacer, et c'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on aime aussi. Soyez agacés, messieurs. Montrez-le maintenant que vous êtes agacés. On espère en tout cas le retour du vrai All-Star Game avec de l'enjeu et des rivalités. À défaut d'attendre le retour du All-Star Game, on va se contenter du retour de Jalen Green du côté des Suns, qui était donc absent depuis le 8 novembre dernier. Il s'est blessé face aux Clippers, il était revenu juste le match d'avant où il a mis, on s'en souvient, 29 points. Il est revenu, Jalen Green, il a mis 12 points, il a joué 20 minutes, il est sorti du banc. Et c'est un retour important pour Phoenix. Et pour lui, on se souvient qu'il a été tradé cet été, et il n'est pas encore rentré complètement dans sa saison. Non, c'est clair, il est arrivé blessé, il s'est reblessé pratiquement directement. 20 minutes, évidemment, il est en limitation de temps de jeu, il sortait du banc, mais sur ces quelques highlights sur ce match-là, tu vois à quel point c'est un joueur ultra talentueux, ultra rapide. Pardon. Mon chat est revenu. Le chat est revenu. Pardon. Sa technique, ses step back, il va apporter tout de suite à une équipe qui marche très bien. Donc moi, je suis très curieux de voir son association sur plusieurs matchs avec Devin Booker, avec Dillon Brooks, dans une équipe qui vise le top 6 de la conférence Ouest. Donc ouais, c'est une bonne nouvelle pour coach Ott de réintégrer un grand joueur de talent dans son effectif. Alors son retour... Pardon, je t'en prie, vas-y. Non, j'allais dire, c'est d'autant plus intéressant finalement qu'ils reviennent comme ça, que l'équipe fonctionne bien. Jordan Ott fait un taf phénoménal sur ce début de saison. Et du coup, il est sorti du banc, c'est pas anodin en fait. Je trouve ça permet aussi au coach de dire, on va voir vraiment quelle est la plus-value de ce joueur en termes de victoire-défaite. Il faut qu'il se fonde dans un collectif qui est déjà en place. C'est pas simplement parce que tu étais l'asset principal qu'on a récupéré dans le trade. Maintenant, on va voir comment on t'intègre là-dedans. Et je trouve que c'est plutôt intéressant pour la dynamique des Suns. Il était revenu que 2 matchs, donc c'est pour ça qu'il est en restriction de minutes. On veut pas prendre de risques. Il s'était flingué les adducteurs. C'est les petits physiques, ça. Dès que les mollets lâchent, et sortir du banc, il ne peut pas être titulaire, mais il n'a pas l'habitude. Ah oui, c'est jamais arrivé. Et regardez ce qu'il a déclaré, c'est plutôt intéressant. Je n'ai jamais été remplaçant avant. Non, jamais. Ça fait partie du processus. Il faut lui faire confiance à Jordan Ott. Donc, je me sens en forme. J'ai une restriction de temps de jeu. Donc, c'est compliqué d'avoir du rythme, mais je bosse pour le retrouver. Parce que, oui, il faut le réintégrer, mais cette équipe-là, elle est 6e de la conférence Ouest et elle marche plutôt très bien. Ah oui. Ils sont à 12 victoires sur les 16 derniers matchs, avec des victoires, avec des exploits, avec un fond de jeu intéressant, un bilan de 27-17. Ils sont quand même 4e défense de NBA. Alors ça, cette stat, elle est complètement dingue, avec beaucoup d'interceptions. L'apport de Dillon Brooks, c'est incroyable. Dillon Brooks change complètement l'état d'esprit d'un collectif. Il y a pas beaucoup de mecs dans toute la NBA qui sont capables d'instaurer pour toute ton équipe un état d'esprit conquérant défensivement. Et Dillon Brooks, il fait partie de ces mecs-là. C'est une équipe ultra plaisante à voir jouer, qui gagne des matchs. Et c'est pour ça que Jalen Green, tant qu'à faire, il doit s'intégrer dans un collectif qui marche bien, comme tu l'as très bien dit. Mais moi, je pense qu'il a le bon état d'esprit pour se mettre dans ce truc-là. Il a beaucoup à prouver. On est tous restés sur les playoffs l'année dernière, où on a rarement vu un mec se vautrer autant que Jalen Green, avec les Rockets. Rarement vu, t'es sévère. En tout cas. Allez, différence de stats, de pourcentage, j'ai rarement vu un mec se vautrer autant quand t'as des attentes, quand t'es un bon joueur de basket. Ça me rappelle DeRozan à Toronto, tu te souviens, on disait toujours, son niveau en saison régulière, son niveau en playoff, le gap, il est pas normal. Voilà. Et Jalen Green, il a pas été tradé dès les premiers playoffs pour le coup. Non, mais ça, c'est une autre histoire. Non, mais c'est ça pour moi du jamais vu. C'est que ils ont construit autour de lui. Franchement, toute l'année dernière, on se disait, on avait des doutes, on avait des craintes sur le fait que ça soit un profil de joueur fort en saison régulière et qui risquait de se cracher en playoff. Il s'est craché en playoff, on lui a pas donné de seconde chance. Alors le marché. Non, mais ça, c'est une autre affaire, ça. Moi, je te parlais juste du constat. Je trouve il doit se racheter dans un autre projet, un autre environnement. Il y a beaucoup d'autres choses, un autre rôle. Mais quand tu t'es craché comme il s'est craché l'année dernière, c'était attendu et t'as confirmé les doutes qu'il y avait en toi, t'es revanchard, montre-moi ça maintenant. C'est un joueur que t'aimes bien, c'est un joueur en qui tu crois, ça justement, qui peut être un joueur impactant en playoff aussi.
Mais j'ai encore beaucoup de questions autour de ce joueur. Vraiment, je suis pas conquis. Le talent, comme tu disais, Thomas, le talent, il est là, il est indéniable. Par contre, la capacité à faire les efforts et à faire les petites choses qui font que tu es un joueur vraiment à plus-value, pour l'instant, je ne l'ai pas vu dans la durée, je trouve, avec ce joueur. Ouais, c'est ça que j'attends de voir avec la manière dont il va revenir avec Phoenix. Tu vois, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, parce que là, l'équipe, elle fonctionne. Il faut qu'il montre justement qu'il a une plus-value en termes de victoire, défaite, et pas simplement faire des stats. Je vous donne ses stats par rapport aux playoffs l'année dernière, je vous les remets en tête quand même. L'année dernière, il tourne à 21 points par match en saison régulière, donc des stats plus qu'honnêtes. Je vous donne aussi ses pourcentages. En rapide, il est à 44% en saison. En playoff, il a 13 points à 37%. Bon, c'est ce qu'on appelle un crash, un crash de Boeing. Et sans ceinture de Ah voilà, sécurité. c'est fou, tout droit, quoi. Destination finale. Incroyable. Terrible. Alors, un Jalen in, un Jalen out. C'est Jalen Williams qui est de nouveau blessé. On se souvient, le deuxième meilleur joueur la saison dernière du côté d'OKC, qui avait raté les 19 premiers matchs. Alors, au début, on a été très inquiets. Finalement, ça a été réévalué. Sa blessure, c'est une élongation aux ischio-jambiers. Il va quand même rater 2 semaines. Il vient surtout agrandir une infirmerie qui est déjà bien chargée avec Caruso, Hartenstein, A.J. Mitchell qui s'est pété hier face aux Bucks et Jalen Williams également out. Cette saison, finalement, même si elle avait bien commencé du côté du Thunder, il y a beaucoup de pépins hors basket où ils doivent faire avec. Bah oui, la dernière fois que je suis venu, on parlait de savoir s'ils allaient taper le record des Warriors. J'étais ultra chaud. Là, on voit à quel point c'est compliqué et à quel point c'est long une saison. Malgré tout, je pense que cette équipe, elle est suffisamment talentueuse pour pouvoir naviguer correctement en l'absence de toutes ces blessures, ces blessés. Mais c'est vrai que pour Jalen Williams, c'est un petit peu embêtant ce type de blessure parce qu'on sait que si tu reviens trop tôt, c'est vraiment le genre de truc où tu peux te blesser gravement et ça peut handicaper vraiment tes chances de revenir à temps pour le moment important pour les playoffs. Mais voilà, c'est bien aussi, ça relance quelque part l'intérêt, je vais pas dire de la saison, mais on va voir de quel bois elle est construite un petit peu cette équipe du Thunder. Ce qui est sûr, c'est que Jalen Williams, J-Dub, après ses 19 matchs manqués, est revenu et a mis du temps à retrouver. Il a pioché. Je trouve même qu'il n'est pas encore revenu au niveau de l'année dernière. En même temps, t'es All-Star au NBA et parmi les meilleurs défenseurs de la ligue. Donc forcément, pour arriver à ce niveau-là, il faut être en pleine possession de ses moyens. Là, il se répète. Donc tu repars sur quand même une longue séquence sans jouer de match. Dans un moment où ça va mieux à OKC après les zones de turbulence. Je rappelle aussi que l'année dernière, ils avaient joué aussi avec pas mal de blessés et que finalement, ils ont battu un record de franchise. Holmgren, Hartenstein, pour citer que, t'as raison. Donc, ils ont l'habitude de jouer sans certains cadres. Maintenant, quand t'es champion, que t'as la cible dans le dos, faut arriver avec le plus de moyens possibles en play-off. Et quand je dis ça, c'est à 100% en termes de santé. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ça reste la meilleure équipe de la Ligue. Oui. Et dans la conférence Ouest, ils sont évidemment premiers. Et ils ont 7 matchs d'avance quand même sur le deuxième, qui sont les Spurs. Donc, c'est vrai que c'est une période compliquée pour le Thunder. Mais finalement, ils sont en train de cruiser finalement sur cette saison. Mais s'il y a autant de blessés, Thomas, est-ce qu'ils ne devraient pas peut-être les joueurs arrêter de boire du soda comme toi? Bah écoute, 2026, j'avoue, je tente un truc. Zéro soda. Tu sais que j'aime le thé. Tu sais que j'aime le thé et j'aime le thé frais de préférence. D'ailleurs, Erwan aussi aime bien ça. Du thé, et donc, je me suis mis à fond chez Oli. Donc, Oli est évidemment partenaire avec nous. Ça fait des mois maintenant qu'on boit du Oli au sein de notre équipe. Et donc, maintenant que je sais qu'il y a une vingtaine de goûts sur des Ice Tea, et ben j'ai décidé d'arrêter le soda et d'y aller à fond. En plus, j'ai regardé parce que je regardais certains commentaires, les gens étaient parfois durs. Je me disais mais est-ce qu'on se trompe? Et finalement, ça a été vachement débunké par des gens de la médecine pour dire que non, justement, c'est une super alternative à des sodas. Donc je suis à fond et pour l'instant, je suis content. Regarde, on est le 22 janvier, date des 81 points de Kobe. J'ai pas bu de soda depuis 22 jours. Je suis exactement dans ce que je veux faire. Moi, c'est miel citron pour l'instant. Toujours. Bon, du coup, je suis pas allé encore m'aventurer sur d'autres choses. Ça me fait pas gagner des quiz, mais en tout cas, c'est vrai qu'avec ces jolies gourdes, on s'envoie notre litron un peu plus par jour et ça fonctionne très bien. Il y a notre Yanis là qui en boit à chaque fois qu'on va à la Hoops sur la partie énergie. Donc non, franchement, écoute, on est content. On est ravis d'avoir Yanis. On lui a dit qu'il fallait mettre de l'eau parce qu'il les buvait direct dans le sachet comme ça et ça donnait un drôle de résultat. Mais voilà, on est ravis en tout cas qu'Oli soit notre partenaire. Allez, on va aller dans le débat parce qu'on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de questions à poser. Je sais pas si on aura toutes les réponses, mais en tout cas, en ce moment, les Warriors, on s'interroge beaucoup autour d'eux.
Les Warriors étaient dans une saison qu'on peut appeler so-so, dans les eaux molles, dans les eaux tièdes plutôt, entre le play-in de la conférence Ouest avec notamment un bilan de 20 victoires pour 25 défaites. Et puis, cette semaine, Jimmy Butler s'est pété, et pas qu'un peu, il s'est fait les ligaments croisés, ACL comme on dit, face au Miami Heat. Est-ce que c'est un karma ou pas? On n'ira pas jusqu'à là. Ce qui est sûr, c'est que saison terminée pour Jimmy Butler. J'ai du mal à croire qu'il pourra même revenir sur le début de la saison prochaine. Et forcément, ça pose des questions. Comment, les gars, vous analysez déjà cette blessure de Jimmy Butler à 36 ans, se faire les croisés avant qu'on ouvre le dossier des Warriors? Est-ce qu'on est déjà inquiet de se dire qu'on verra peut-être plus Jimmy Butler sur un parquet, ou en tout cas qu'on le reverra plus à haut niveau dans lequel il était, parce qu'on va voir ses stats, c'était encore un joueur quand même référencé. Bah, oui, je pense qu'on le reverra sur un parquet. Par contre, son prime, on savait déjà qu'il était sorti de son prime. Je pense qu'on retrouvera pas le Jimmy Butler, du moins. Je dis pas qu'il sera pas performant, mais on pourra pas attendre qu'il apporte tout ce qu'il a pu apporter quand il était au Heat, ou même sur son bon passage, qu'il était sur une bonne dynamique là au moment où il se blesse avec les Warriors. Ça allait un petit peu mieux avec les Warriors. Donc ouais, non, je suis un petit peu inquiet pour le grand Jimmy Butler qu'on a connu. Je pense que il y a peu de chances qu'on le retrouve, je pense. Ce qui est logique, tu as 36 ans, tu te fais les croisés. On imagine que c'est une année pour se remettre. Donc, admettons, la saison prochaine, on est en janvier, admettons qu'il puisse se relancer dès la saison prochaine. Puis après, il faut du temps pour redevenir performant. Donc, ça t'amène à quoi? À 38 piges? Alors, je sais que maintenant, les joueurs arrivent à être très performants à 36, 37, 38, 40. Il en fait partie. KD, Steph, LeBron sont les meilleurs exemples. Mais il n'y a aucun d'entre eux qui a subi une blessure aussi importante à un âge aussi avancé. Alors, bien sûr, on dira peut-être Kevin Durant, mais il était quand même plus jeune et ça remonte maintenant à 6 ans, sa blessure au tendon d'Achille. Donc, ouais, moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes, à la fois pour lui-même, parce que c'est un joueur qu'on apprécie, et puis, forcément, ça en découle à son rôle au sein des Warriors. Est-ce que le bon choix, c'est de garder Jimmy Butler? Mais en tout cas, on va voir. Hein, McDonnell s'est prononcé sur le sujet. Il est plutôt très clair là-dessus. Laissez-moi retrouver la déclat. Je n'envisage pas de trade de Jimmy Butler. Ma vision, c'est qu'il nous donne un boost l'an prochain, comme il l'a fait l'an dernier à son arrivée. Peu importe si nous faisons quelque chose à la marge ou quelque chose de plus drastique, donc sur le marché des transferts, nous n'allons pas céder à la panique. On a l'impression que ce pari vieux, ce pari d'Oriens, ce pari de OJ, il en est convaincu, McDonnell Jr. Ouais, en fait, ce qui est compliqué, parce que pour cette année, honnêtement, moi, j'avais peu d'espoir que les Warriors puissent être champions. Si c'était ça l'objectif, je voyais pas vraiment de scénario dans lequel ça pourrait se produire. Ce qui est dramatique avec cette blessure de Jimmy Butler, c'est qu'elle handicape la saison prochaine. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire que s'il revient au mieux, c'est quoi, à la mi-saison. Et on sait que quand tu reviens à une mi-saison comme ça après ce type de blessure, il te faut au moins 6 mois pour retrouver la pleine possession de tes moyens. Les rageux te diront que Klay Thompson est revenu en janvier, ils ont été champions à la fin de l'année. Et il est revenu Oui, mais le Klay Thompson qu'on a retrouvé, c'était pas le Klay Thompson qu'on connaissait avant. J'ai trouvé que c'était un excellent exemple que je te donnais, mais bon, tu te défends comme tu peux. Thomas, en ce moment, il est beaucoup dans l'autosatisfaction. Ah ouais, voilà. En même temps, Klay Thompson est revenu d'une longue blessure, ils ont été champions direct. J'y peux rien, moi, c'est un constat, les mecs. Écoute, Théo, je te donne un excellent exemple. Maintenant, si tu veux pas l'utiliser, tu en fais ce que tu veux. Libre à toi de gérer ton émission comme tu le sens. Tellement. Ouais, pardon, je te connais. Non, mais du coup, voilà, je trouve que c'est la problématique pour les Warriors. C'est pas tant de savoir ce qu'ils veulent faire cette année, parce que sur la fin de saison, on pourrait y revenir, mais je suis pas sûr qu'il existe une solution qui puisse faire de des contenders cette saison. La question, c'est plutôt comment ils peuvent déjà prévoir et préparer l'année prochaine. Et cette blessure de Jimmy Butler, je trouve qu'elle pèse très lourd déjà pour la saison prochaine même. Pour répondre à ta première question par rapport à ce qu'a dit McDonnell Jr., bon, c'est c'est une conférence de presse de com. Voilà. À un moment donné, il se passe un événement majeur au sein de ta franchise. C'est normal que le GM vienne et dise pas bon, bah, c'est la panique. Il nous reste 3 semaines avant la trade deadline. Il faut absolument qu'on bouge. Moi, j'ai lu Jimmy Butler ne sera pas tradé, donc j'ai compris Jimmy Butler va être tradé. Non mais 54 millions cette année, 56 millions l'année prochaine. Jimmy Butler, 36 ans, si t'essaies pas de monter un trade pour essayer d'être bon, encore compétitif cette saison, bon, c'est incompréhensible, t'as le droit d'essayer. Surtout après, tu le gardes, mais t'essayes. On peut se remémorer il y a un an en arrière, justement, il l'avait fait ce coup en allant chercher Jimmy Butler, en profitant un petit peu du marché, des opportunités du marché, avec ce qui se passait avec Jimmy Butler et avec le Heat, mais ils se sont dit, tiens, on va tenter ce coup. Et ce coup, il avait été plutôt bon, puisqu'ils avaient fini la saison avec un 22-12, on s'en souvient, et on s'est dit, oh là là, ils vont être coquins. Ils avaient sorti les Rockets en 7 matchs, on s'en souvient, et puis après, bon, Steph Curry se blesse et ça avait un petit peu foiré toute cette fin de saison. Et puis ils avaient lâché un choix de draft et Andrew Wiggins, donc c'était un bon trade. On avait été séduit par l'arrivée de Jimmy Butler. Malheureusement,
La fin, on pourra jamais savoir ce que c'est, mais on a vu que cette franchise des Warriors était capable de faire des coups. Tu vois, c'est marrant parce que, et je te retourne, enfin, je te pose cette question. Retourne-moi, Quand, Sans diplôme, bon courage. Hein. Quand tu prends Jimmy Butler, avec ses antécédents d'état d'esprit à Miami, de blessures aussi, son niveau connu de tous, est-ce que prendre un gars aussi vieux au sein des Warriors l'année dernière, on peut dire avec le recul que c'était quoi qu'il arrive voué à l'échec? Je sais pas. Alors, c'est quoi, en fait? C'est un constat, après ce qui s'est passé un an. Tu vois, moi, on était tous d'accord pour dire c'est une bonne chose, oui. Mais avec le recul, en fait, les mecs sont tout le temps pétés. Tu prends un mec de 36, le risque, il est énorme, finalement. C'est sûr que le risque, la fourchette de risque de blessure, quand tu prends des mecs aussi âgés, elle s'agrandit. Steph Curry a 37, Jimmy Butler a 36. Il y a Al Horford aussi qui doit être 38. autour des 38. Draymond Green a 35. Draymond Green a 35. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, à faire un pari vieux comme ça pour offrir un dernier titre potentiel à Steph Curry, en fait, c'est une bonne idée. En fait, déjà, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est pour offrir un titre? C'est très rare, au bout du compte, les légendes qui terminent, mon camarade Antoine le disait dans CQFR cette semaine, c'est très rare les légendes qui terminent sur un titre. Ce que j'ai l'impression les Spurs, on peut dire, alors même si c'est pas la dernière, mais les Spurs, c'est le seul exemple que j'ai d'anciens. Je veux dire, les Warriors 2022, c'est un peu... Il y a Kawhi qui est au top. Pour moi, les Spurs 2022, c'est les Spurs 2014. Tu vois, Tim Duncan, il prend pas sa retraite en 2014. Et c'est une équipe un peu atypique quand même, malgré tout. Tu vois, des superstars qui acceptent de prendre du recul comme ça, comme Tim Duncan a pu le faire. Mais c'est un bon exemple. Mais il y en a quand même... C'est rare, en fait. Donc, j'ai l'impression que ce que les Warriors avaient en tête, c'était d'offrir, en tout cas, une fin de carrière à Stephen Curry où il serait compétitif. Par contre, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à me figurer des scénarios qui permettraient d'être champion encore. Mais finir en étant compétitif, c'est tout à fait honorable, en fait, comme fin de carrière pour un grand joueur. Donc, je pense que le trade pour Jimmy Butler, c'était de se dire, avec Jimmy Butler, on va être compétitif et on sait jamais. Si en playoff, il y a un mec qui se blesse dans une équipe adverse, qu'on a un petit peu de chance sur un deuxième tour, peut-être qu'on fait une finale de conférence et après, tu sais pas ce qui peut se passer. C'est un peu ça. Mais je pense pas que c'était un trade où tu disais, on veut et on pense que ça va nous permettre d'être champion. L'effectif est trop vieux, les mecs gagnent trop d'argent, en fait. Quelque part, ton noyau, il gagne trop d'argent pour que tu puisses vraiment t'es jamais sûr d'être champion, mais te dire, on a vraiment une chance d'être champion. Donc, je pense que c'était ça le pari des Warriors. Et dans cette optique-là, je pense pas que c'était mal joué, en fait. C'était en tout cas, on comprenait l'idée. Il y a une cohérence. Il y avait un chemin où tu pouvais aller au bout. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2026, un pari vieux, ça ne marche pas. On l'a vu avec les Clippers. Enfin, on le voit avec les Clippers, même si ça va un peu mieux. Tu ne seras jamais champion avec cet effectif. Et on le voit avec les Warriors, parce que le risque des blessures, à un moment donné, le rythme des matchs, t'as besoin d'avoir du sang frais, mais de tes top players. À un moment donné, il faut que ton deuxième meilleur joueur, il soit au début de sa trajectoire. C'est pour ça que les Spurs, c'est un bon exemple. À un moment donné, on tombe pas tous sur un Kawhi Leonard qui va venir faire des saisons de MVP pour suppléer des 3 Hall of Famers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Jimmy Butler, les Warriors donc, sont 8e de la conférence Ouest avec 25 victoires et 20 défaites. Oui. Pas l'inverse. Je me suis trompé tout à l'heure. Vous l'aviez noté, je sais qu'il y a déjà au moins 4 commentaires pour me corriger parce que vous êtes à l'affût. On va faire un point sur justement cette équipe-là. Et Tom, derrière, si on peut enchaîner justement avec le roster pour voir un petit peu au jeu des chaises musicales, la blessure de Jimmy Butler, elle doit normalement, dans un monde où tout se passe bien, donner un peu plus de temps de jeu à un certain Jonathan Kuminga. C'est la logique normale des choses. Il a rejoué d'ailleurs face aux Raptors, mais il n'avait pas joué depuis, je crois, la 3e semaine de décembre. Aujourd'hui, il y a quand même encore et toujours cette espèce de relation toxique, terrible entre les Warriors, Steve Kerr même, et Jonathan Kuminga. C'est lui, normalement, il a joué face aux Warriors, mais face aux Raptors, mais est-ce qu'on peut imaginer que Kuminga, finalement, c'est lui qui va combler le trou laissé par Jimmy Butler? Je sais pas, ils y croient encore, eux? Parce que nous, on peut en discuter autant qu'on veut, mais il a demandé son trade à la franchise. D'ailleurs, Mike Dunleavy en a parlé. Après avoir été prolongé, on le voit avec ce contrat, il cherchait le contrat max Jonathan Kuminga, il l'a pas eu, il a quand même 22 millions et 24 millions. Mike Dunleavy, si tu veux la prendre, Erwan, vas-y, il a parlé de Kuminga. Pour qu'il y ait une demande de trade, je vais la jouer un peu théâtre, cours Florent. Pour qu'il y ait une demande de trade, il faut déjà qu'il y ait des demandes sur le marché. Je suis déçu que ce n'ait pas mieux marché avec Kuminga, mais il reste du temps. Il fait partie de notre effectif. Je sais qu'il a demandé son trade, mais rien ne presse. Bon, le 5 février, c'est quand même dans 2 semaines. Non, mais alors, tu parlais tout à l'heure de Com. Là, Pépère, il est clairement venu Non, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est
nous sommes disposés à entendre et écouter les propositions. Aujourd'hui, il y a que dalle. On y croit, c'est ça que on y croit que je Théo, comprends. vraiment, il n'y a pas une Y a équipe que dalle. NBA aujourd'hui qui veut s'intéresser à Jonathan Kuminga? Bah, je pense que ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas du moins de retour sur valeur qui est intéressant pour les Warriors. Et ce qu'il dit aussi, c'est que Jonathan Kuminga, il est employé par les Warriors. Et donc, en fait, Trent Press, et en fait, de toute façon, il va jouer parce que c'est son boulot de jouer. Et que si on lui demande de jouer, il va être obligé de jouer. Il était à la disposition de Steve Kerr, il a dit. Hein. Exactement. Et quelque part, finalement, la situation, elle est catastrophique parce que lui, il veut partir. Steve Kerr et lui, je pense que c'est. Les Warriors, c'est un peu la garde alterne. Si Steve Kerr pouvait ne pas coacher les jours où Kuminga joue, je pense que ça leur rendrait parfement. Tu vois, s'il pouvait alterner comme Même ça. en handball, ils ont pas osé. Hein. Alors justement, c'est très intéressant. Ce cas Kuminga, il fait parler depuis, je pense, trop longtemps. J'ai peu, voire pas de souvenir d'un jeune joueur comme ça avec qui ça se passe mal avec sa franchise et qui se barre. On se souvient de Chris Webber qui fait simplement 1 an du côté des Warriors, ça se passe mal. Il se barre. Marbury avec les Timberwolves, ça se passait pas bien. Garnett, il est tradé. Surtout dans une dynastie. Ouais, exactement. Surtout dans ce type de franchise-là. Là, ça se passe très. Jordan Poole, finalement, ils l'ont fait partir alors qu'il a été champion quand même. Il a eu un vrai impact sur les finales notamment. Là, on a l'impression que il y a une espèce de, c'est presque personnel et notamment personnel avec Steve Kerr et dans cette multitude d'informations, de cas à gérer. Le cas Butler, la blessure, le cas Kuminga, joue pas, part pas. Il y a cette rumeur qui est arrivée aussi autour de Steve Kerr. Ça pourrait être la dernière saison de Steve Kerr. Et j'ai déjà fait des sorties sur Steve Kerr, donc je vais vous donner la parole. Est-ce que pour vous, il n'est pas temps que Steve Kerr s'en aille? Si, en tout cas, au vu des résultats, au vu de la progression aussi de l'équipe, c'est important de voir dans quel axe on est, à quel axe on est en termes de résultats. Il est en fin de contrat, Steve Kerr. Ça tarde pour prolonger, sachant que là, quand tu signes des mecs comme Steve Kerr, en général, tu sais, Steve Kerr devient le coach le plus payé de tous les temps. Tu sais, c'est ce type de coach-là avec les résultats qu'il a eu. Steve Kerr n'en parle pas, et surtout, on apprend qu'il y a pas mal d'assistants qui sont chauds, quoi. Ils sont là, ils se préparent. Il est parti. Bon, bah, la place est toute chaude. Je vais quand même m'installer. Donc, oui, on est clairement à la fin d'un cycle, mais on n'est pas que à la fin d'un cycle de Steve Kerr. Pour moi, on est à la fin d'un cycle de ce cycle avec Draymond Green, de ce cycle avec Steph Curry, tu vois, de ce cycle-là. Donc oui, franchement, personne va dire, il faut absolument qu'il reste Steve Kerr. Par contre, ne pas faire comme Manchester United. Ton suivant, vaut mieux que ce soit un Mitch Johnson. C'est-à-dire un gars en qui tout le monde a confiance, avec une vraie relation avec les joueurs, parce que sinon, ça peut être un patatras terrible. À la grande différence, c'est que Mitch Johnson, il a récupéré une équipe très très jeune. Lui, en tant que jeune coach. Le coach qui va arriver derrière, il faudra qu'il fasse encore avec Steph Curry, avec Draymond Green. Donc là, tu vas coacher des mecs qui ont déjà gagné. Oui. Et la tâche, pour moi, me paraît encore plus compliquée. Mais c'est pour ça que la question, j'ai l'impression que tout tourne autour de Stephen Curry, en fait, que ce soit autour de l'avenir des Warriors à court terme, à long terme, même Steve Kerr. Je sais pas du tout. Est-ce que Stephen Curry, il a lié sa fin de carrière à celle de Steve Kerr? On sait pas. Ça, finalement, Greg Popovich l'a jamais fait, mais il a pas fait. Mais il avait dit, ouais, moi, je prendrais ma retraite en même temps que Tim Duncan. S'il n'a pas fait. S'il n'a pas fait, c'est pour ça. Je dis, finalement, il n'a pas été au bout de la logique. Ça fait 10 ans qu'il joue plus. Ouais. Mais il a même changé de flow, le mec. Il a des tresses, toujours on comprend rien. C'est dread. C'est ce qu'il avait dit longtemps, mais je sais pas. C'est dur à lire en fait ce que Stephen Curry pense de tout ça parce qu'il est là-dessus il est assez exemplaire en fait. Même quand ça fonctionne pas, il assure son rôle de tête d'affiche. Finalement, il est imperturbable, mais du coup, il est aussi très difficile à lire. Il est pas du genre à faire des sorties dans les réseaux sociaux ou des sorties fracassantes dans la presse. Je sais pas pour Steve Kerr. Je sais pas si le fait que Steve Kerr parte suffirait à débloquer la situation pour Jonathan Kuminga non plus. Hein. Je pense que on est peut-être au-delà de ça. Et dans tous les cas, je pense pas que Jonathan Kuminga soit la réponse. Je pense si ça avait dû être la réponse pour les Warriors, une partie de la réponse, mais c'est pas lui qui va changer la donne. Ça serait déjà première produit, option, en fait. deuxième option, qui vont devenir contender. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on sachant qu'on rappelle, parce que tu l'as pas dit tout à l'heure, mais la grande rumeur depuis des mois, c'est que Kuminga veut aller aux Kings. Les Kings le veulent absolument. Donc voilà. Non mais de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Si la poubelle de la NBA te demande, ça en dit long sur ton niveau. Quand même. On va faire un point sur les contrats parce que t'en parlais tout à l'heure, Théo. Il y a beaucoup de joueurs âgés avec des gros contrats. On va faire un point sur les contrats de cette équipe. Et justement, on va rentrer dans l'ère des trades, là, dans la période des trades de cette année. Qu'est-ce qu'on fait? Et évidemment, on sait que Ja Morant est toujours du côté de Memphis, on n'y croit pas une seconde, mais surtout, on a un regard vers le Wisconsin et Milwaukee. Est-ce qu'on peut imaginer les Warriors faire un move pour envoyer des gens et récupérer Giannis Antetokounmpo avec cette question de fond, finalement, qui est peut-être un fantasme, mais qui est peut-être ou pas en train de plomber cette équipe des Warriors, qui sont encore correctement compétitif, de se dire on veut offrir une dernière chance de titre à Steph Curry. Est-ce qu'on imagine les Warriors
tenter un truc pour avoir Yanis. Alors, pour commencer à répondre à ta question, en regardant ce tableau, pour nos gens en podcast, on a la masse salariale devant nous. Il faut comprendre que les Warriors, c'est une masterclass de gestion. C'est-à-dire qu'ils ont tous leurs choix de draft sur les prochaines années. Ils ont construit leur effectif avec un seul truc en tête. L'été 2027 peut leur permettre, s'ils le veulent, de recommencer totalement à zéro. Parce que regardez, Steph Curry, fin de contrat, 62 millions en 2027. Jimmy Butler, 56 millions en 2027. Draymond Green, 27 millions aussi, fin de contrat 2027. Kuminga, dont on vient de parler, ils l'ont prolongé juste pour arriver à 2027. Il n'y a que 2 joueurs sous contrat, donc Moses Moody, qui a été prolongé, et Buddy Hield, dont on n'a absolument rien à faire. Et je crois qu'il y a aussi Will Richard, le rookie, qui est là-dedans. Donc c'est une masterclass parce qu'ils ont des assets en termes de joueurs. On parle de Kuminga. Le contrat de Jimmy Butler pourrait servir pour faire un trade. Ils ont leur choix de draft et on sait à quel point aujourd'hui c'est une valeur refuge. Hein, c'est mieux que l'or en NBA. De maison du café. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est une masterclass. Ils ont le choix. Donc maintenant, la bonne question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire ? Ça rejoint ce que tu viens de dire, Théo. Si ils veulent faire Yanis, ils sont pratiquement dans la meilleure position pour pouvoir le faire avec les assets qu'ils ont. S'ils veulent faire Jaren Jackson Jr., par exemple, tu parlais de Ja Morant, mais à Memphis, il y a un autre joueur qui pourrait être intéressant. Ils sont en position de le faire. Donc maintenant, on peut se poser la question ensemble. C'est quoi le meilleur truc ? Pour moi, c'est évidemment de faire Yanis. Parce que Mike Dunleavy Jr. a dit un truc. On ne va pas paniquer, etc. Mais il y a quand même certains joueurs sur lesquels on peut pas dormir. Et il pense forcément à Yanis. Regarde, il a dit autre chose, Mike Dunleavy Jr. dit. Aussi, il a dit si on peut récupérer un joueur d'une valeur indéniable, Yanis, hein, donc. Bah oui. On étudiera les possibilités, mais la liste des joueurs pour laquelle nous sommes prêts à faire ça est limitée. Donc, Yanis. En fait, on imagine, Théo, que le seul mec pour qui il pourrait réfléchir et tenter faire un gros package, c'est Yanis, personne d'autre. Ouais, c'est ça. Alors, si tu peux faire Yanis, tu le fais, en fait. La question, elle se pose même pas, en fait. Oui. Si t'es les Warriors ou si t'es Si tu le fais pas, je comprends plus rien. équipe. Exactement. Donc, c'est ça. Le truc, c'est qu'effectivement, ça sera plus facile à faire pour les Warriors cet été qu'à l'intersaison. Parce que là, ils sont sous le coup du second apron et à l'intersaison, ils pourront mettre d'autres picks et plus d'assets dans une offre potentielle. Le problème pour les Warriors, c'est qu'il y a malgré tout, je pense, d'autres équipes qui pourraient faire des propositions plus alléchantes pour les Bucks qu'eux-mêmes. Là, l'atout principal des Warriors, ça serait de dire, regardez, on vous prend Yanis, mais on est vieux. Donc vite, nos choix de draft pourraient... C'est une réalité. Hein. C'est une réalité. Savez, ça, c'est la jurisprudence Brooklyn Nets, Boston Celtics. Alors oui, on vous donne tout pour Paul Pierce, Kevin Garnett. Ça a donné Jaylen Brown, ça a donné Jason Tatum. Hein. Donc bon, ça peut être un bon plan pour Milwaukee si ça devait se faire. Complètement, mais c'est un braquage sans nom. Le trade dont tu parles, c'est une des plus grosses arnaques. C'est l'un des pires. Hein. Voilà, donc il y a que Luka qui est au même niveau. C'est pour ça que ça reste à voir. Mais j'y reviens malgré tout. Au-delà des choix de draft, il y a d'autres équipes qui peuvent proposer aussi des jeunes joueurs, je pense, plus intéressants que ceux dont disposent les Warriors. Donc je suis pas sûr que les Warriors aient l'offre la plus alléchante pour Milwaukee. Projetons-nous un peu. Yanis déboule aux Warriors. Est-ce que ça devient un contender ? Est-ce que ça devient un favori au titre ? Bah, si c'est Jimmy Butler qui part en échange, tout à l'heure tu disais il n'y a pas grand-chose pour cette saison. Encore une fois, ce sera très difficile, tu as raison de rappeler la second apron qui te bloque complètement sur certains échanges. Évidemment que si demain il y a Steph Curry et Yanis, même si tu n'as plus Draymond Green, même si t'as plus Jimmy Butler qui est pété, bon bah oui, pour moi ils sont tout de suite parmi les favoris. Encore faut-il être en bonne santé, il faut voir si la mayonnaise prend, et on la connaît la chanson. Mais bien sûr, Yanis et Steph, 2 des meilleurs joueurs des 10 dernières années, enfin peut-être même les 2 meilleurs joueurs. Les 2 meilleurs joueurs, bon, il y a Jokic. On pourra en discuter, bah oui, moi je serais super excité. Ouais, ils feront partie des contenders, c'est sûr. Favoris, c'est encore une marche au-dessus. Il faut voir comment la mayonnaise prend, voir ce qu'il y a autour de cette équipe aussi, parce qu'en fait, il n'y a pas que Kuminga en fait où ça marche moyennement, tu vois, Moses Moody, c'est cool, mais finalement, quand on regarde un petit peu les choix draft qui ont été faits, c'est cool. C'est un soldat. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas Podziemski, on en est revenu. Bah, ouais. Voilà. Il a des hauts et des bas, en fait. Mais c'est ça qui est dramatique. C'est et Quinten Post, qu'est-ce qu'on fait de Quinten Post? Bon, bah, tu vas dans les coffee shops avec le Amsterdam et c'est tout. Hein. Ah, voilà. Mais quand tu regardes les box scores, enfin les stats des Warriors, ce qui est assez dramatique, c'est qu'il y a Stephen Curry, meilleur marqueur de l'équipe, derrière il y a Jimmy Butler, et derrière, tu chutes, tu tombes sur Podziemski, Kuminga que l'équipe veut pas faire jouer, et derrière, t'es que sur des role-players. Ça manque quand même vraiment de talent. Et il y en a un qui pioche, alors on sait qu'il connaît le chemin, que quand les matchs comptent, il est capable de redevenir ce qu'il a été, mais la saison de Draymond Green, elle est terrible. Elle est terrible, et on sait que c'est lui, quelque part, le lien dans le collectif de tout ça, et Draymond Green, il est dans une dureté. Ouais, mais saison régulière et les playoffs. Là, pour le coup,
Il nous a prouvé à maintes Oui. reprises qu'il fallait qu'il soit Mais là. alors, Voilà, imagine, il part dans le trade pour Yanis. Est-ce qu'on imagine Draymond Green du côté de Milwaukee? Il va prendre sa retraite assez rapidement, prendre son oseille, non, c'est sûr. Après, l'avantage de la blessure de Jimmy Butler, parce que alors, j'ai relu ce matin, moi, dans mon esprit, les joueurs blessés ne peuvent pas être trade. Vous savez, on a ce truc un peu tous dans la tête. En fait, pas du tout. Il n'y a aucune règle qui oui. dit ça. Tu peux être tu trade pensais alors que ça tu t'es fait. Bah, en fait, quand on jouait à 2K back in the days, t'avais un joueur bleu, t'avais un joueur blessé, il pouvait pas être trade. Donc, j'ai toujours eu ça en mémoire. Là, Jimmy Butler, il peut se retrouver à Antibes l'année prochaine en Elite 2. Il n'y a pas de souci, quoi. La NBA, en tout cas, les règles NBA ne changent rien. Il serait pas malheureux, je pense, C'est pas malheureux. Jimmy C'est Butler. sûr qu'il adore la France. Ouais, bon, quitte à aller dans ce coin de la France, je pense qu'il y a Monaco qui serait peut-être plus intéressé. Tout à fait. Bon, après, il y a Corey Joseph qui a signé à Monaco. Il va repartir sans avoir joué. C'est incroyable, ça. Ouais. On en fera peut-être une émission un jour. Un Je jour. vous pose la question parce que là, on a fait un bon constat. Maintenant, Erwan, tu vas répondre en premier et Théo ensuite. Vous avez tout ce qu'on vient de dire là. Qu'est-ce que vous faites? Vous le montez, ce trade, si c'est Yanis ou un autre? Vous le faites ou pas pour donner à Steph 2 années de compétitivité? Si c'est Yanis, oui. Tout autre joueur, tu parlais de Jaren Jackson Jr., je fais Carl pas. Anthony Towns. Carl Anthony Towns, je fais pas. D'accord. Pour moi, je fais Yanis. Bam Adebayo. Non. Ok. Je fais Yanis ou rien. Pour moi, la seule chance aujourd'hui que les Warriors puissent retrouver une finale, c'est de faire Yanis. Et honnêtement, après, il y a l'excitation personnelle de voir Steph Curry jouer avec Yanis sur du two-man game, du pick and roll. Ça peut être exceptionnel. Mais je crois que c'est ou Yanis ou rien. Et comme tu l'as parfaitement dit, contractuellement, ils sont bien. C'est une masterclass 2027, c'est demain. Donc, quelque part, se donner du temps pour reconstruire avec des tours de draft, parce qu'à un moment donné, Steph Curry, il n'est pas éternel. Même si cette année, il est encore exceptionnel à 37 ans, 2027, c'est demain. Donc, est-ce que lui, il reprendra un contrat de 2 ans en redescendant son tarif et être un rôle de grand frère? Ou là, pour le coup, lui, je pense qu'il peut clairement avoir ça. Pour moi, Yanis, oui. Le reste, je discute même pas. Ouais, je partage l'avis d'Erwan. En fait, c'est Yanis ou rien. Parce que je vois pas d'autres joueurs. De toute façon, les autres joueurs seront. En fait, entre Yanis et le premier joueur qui est en dessous, il y a un tel gap parmi ceux qui pourraient être potentiellement disponibles, parce Ouais, bien qu'Anthony sûr. Edwards va pas être disponible, hein, tu vois. Ou Surtout qu'il cherche un peut-être qu'une on va à gamme va pas l'intérieur, être- de toute façon. on va à l'intérieur. Voilà, Ouais. exactement. Donc le gap est tellement énorme que, comme a dit Erwan. Le dernier, tu sais, la dernière rumeur qui est beaucoup sortie, mais bon, c'est l'homme de glace, évidemment, c'est Anthony Davis. C'est vrai que Anthony Davis, dans le jeu des Warriors, aurait été fabuleux. Le problème, c'est qu'Anthony Davis, c'est plus Oui. du tout un basketteur de haut niveau, il peut plus jouer. Anthony Davis, Mais non, mais... Anthony Davis, sur le papier, il est fabuleux dans toutes les équipes au monde. Oui, c'est Le problème, vrai. c'est que bon, Ouais, au JO, il nous a bien fait mal quand même, en backup de ouais. Joel Embiid. Il était exceptionnel. Mais bon, voilà. Mais c'est intéressant, tu vois, par rapport à Bam, joueur de la semaine, Oui, mais- Carl Anthony Towns, des mecs Mais c'est pas référencés. assez, c'est fou. fort pour. En fait, aujourd'hui, c'est pas. Est-ce que c'est des bons joueurs Oui, C'est ouais. est-ce que c'est des mecs là qui peuvent dans les 2 ans qui arrivent, en comptant cette année-là, renvoyer les Warriors et Steph Curry en finale. Mais tu te rends compte que c'est des joueurs C'est pas assez ultra fort. référencés. Prenons l'exemple de Bam. Bam, ce sera un rêve d'avoir Bam avec Steph. Le jeu, le dribble, les mains à main, sa défense. Mais oui. Il a tout, le lob threat, comme il est. Gros, tu me dis demain, Jimmy Butler, de toute façon, il est finito. Je monte le train avec Bam, mais j'y vais direct. Donc tu renvoies Jimmy Butler à C'est ce que Miami. j'allais dire. Moi, c'est ça que Je renvoie Jimmy Butler avec Pat Riley, ça se fera jamais. Bon, l'avantage de la NBA, c'est qu'on peut faire les trades à 5 maintenant. Très bien. On vous a posé la question à vous aussi. On vous a posé la question à vous aussi. Non, j'ai pas pensé à on fait quoi maintenant avec les Warriors? Et il y a El Siri qui nous. Non, alors attends, c'est pas le bon. T'inquiète, Tom, je vais me caler. C'est Tanis, c'est l'autre gars du lundi, ça, Tanis, Alors, non attends, il me faut le. Je peux le dire si tu veux. Non, non, c'est bon, j'allais sur le bon. Tanis, donc, il nous dit le front office est dans un déni aberrant concernant la fin de l'ère Curry. Le roster est une honte. Pods Hild. Seuls Will Richard, Curry et Butler se battent. L'an dernier, on y a cru. Ils ont ajouté Horford, 56 ans. Faudra vérifier, je suis pas sûr qu'il ait 56 ans. Je crois qu'il en a 58. Je les adore, mais échec sa signature. Et le cas Jonathan Kuminga, libérez-le. Voilà ce que nous dit Beaucoup mental. Tanis. Donc, ensuite, on a Tom Runner 63, le front office des Warriors ne peut pas se résoudre à abandonner Curry. Et ça, je suis assez d'accord avec ça. Sur l'œuvre de Steph Curry, on est obligé de faire le mieux pour lui. Ils doivent tenter un trade et tout mettre en œuvre pour offrir une dernière danse à leur serial shooter. Yanis apparaît comme la solution idéale. Idéale et surtout la seule solution, c'est ce qu'on dit. El Siri qui nous dit, soit on hypothèque le futur en envoyant Butler avec 5 pics contre Yanis, même pas certain que les Bucks acceptent, soit on reste Dommage. en terre du milieu en espérant glisser un peu à l'ouest. Il y a un miracle à la draft comme Dallas cette année. Kuminga rapportera au mieux une rotation.
On est tous plutôt d'accord. On est je tous pense, plutôt hein. d'accord, Ah ouais. exactement. Ce serait un rêve de voir Yanis. Hein. C'est un fantasme depuis quoi 10 ans maintenant, Yanis. Hein. Les Warriors revenaient toujours en top destination. Franchement, si ça devait Hier. se faire, ce serait exceptionnel d'ici la Et trade puis, deadline. pour finir sur Yanis, c'est qu'hier, ils se font démonter par le Thunder. Il met 19 points. Moi, Il honnêtement, tire 11 fois, t'as vu? chaque match de Yanis avec les Bucks est une souffrance. Si vraiment il ne part pas à la trade deadline, je pense que je vais boycotter les Bucks et Yanis, du coup, comme rarement. C'est terrible en ce moment de voir Yanis jouer avec les Bucks. La dernière fois qu'on a vu ça, c'est Jésus et son chemin de croix. Voilà, Clairement. faut arrêter vraiment la mascarade. Un rêve de 2000 ans. Vraiment, que tout le monde se Tiens. sépare et que tout le monde redevienne heureux. Tout à l'heure, j'ai screen sa conférence, enfin ce qu'il a dit après le match. Je voulais absolument vous le dire. On ne joue pas dur. On ne joue pas pour gagner. On ne joue pas on ne joue pas ensemble. Notre alchimie n'existe pas. Les gars sont selfish. On n'a juste pas ce qu'il faut et on n'a plus de temps. Bon, Bon, bah, frérot, Écoute, ça dépend de toi à un moment donné. Yanis, je vais t'envoyer un DM avec le numéro des déménageurs bretons pour que tu organises ton déménagement. Faut partir. Voilà. Merci. Faut y aller, là. Allez, on dégage. Et on dégage pour le mieux. Et puis eux, les Bucks, qu'ils arrêtent aussi un petit peu de s'inventer des vies, à faire les grossistes, là. Vous avez eu la chance de vivre un truc extraordinaire. Voilà, faut savoir dire stop. Les cotes Winamax, on imagine, on se demande, on s'est posé la question de savoir les cotes pour sortir de la conférence Ouest, Thomas. Ouais, absolument. Et comme vous pouvez le voir, c'est toujours très étonnant d'imaginer les Warriors parmi les favoris de cette conférence. Il y a évidemment OKC qui a un 70 largement favori, mais derrière Denver, San Antonio, Houston, Minnesota, Los Angeles Lakers, et ensuite arrivent les Warriors côté à 25. Il y a toujours cette hype autour des grandes équipes de NBA, parce que c'est très souvent les grandes équipes qui gagnent à la fin. Allez, Winamax est notre partenaire, vous le savez. Et si vous voulez jouer avec nous, ben ça se passe comme ça. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket. Sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Paris plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. Et en plus, lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé à hauteur de 100 €. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. Et on rajoute une petite info puisque Kevin Porter Jr. s'est blessé aussi du côté des Bucks. Donc quand rien ne va, malheureusement, rien ne va. Il y en a un pour qui ça va plutôt pas mal et on va le faire en palette, c'est Moussa Diabaté. Il nous a beaucoup manqué cet été lors de l'Euro, Moussa Diabaté. Il a pris la décision, après avoir été coupé quand même, de ne pas revenir en équipe de France parce que les gens pensaient qu'il avait un contrat garanti, ce qui n'était pas vraiment le cas. Il a dit non, je retourne en NBA parce que je veux gérer, je veux m'assurer un vrai contrat en NBA. Il a plutôt bien fait, Moussa, parce que ça se passe très bien pour lui dans son rôle, à lui, un joueur que toutes les équipes rêvent d'avoir. Ouais, il s'est imposé dans la rotation des Hornets, même au point des titulaires. On va se regarder 4 actions de Moussa Diabaté. On a commencé avec Victor, on finit, enfin, à moitié, on fait Moussa Diabaté. J'espère que le quiz, ce sera autour de Tariq Abdelouad. Comme ça, voilà, je l'ai dit avant tout le monde. Allez, on regarde cette action avec ce beau parquet de la NBA Cup. C'est à Miami et il y a Jaime Raquez qui, mène cette équipe de Miami. Regardez le spacing, déjà, c'est intéressant. Et la taille des joueurs, ils sont tous à 2,08 m ou plus côté Miami. Et c'est Moussa Diabaté, donc, qui est dans le 1-1 avec Jaime Raquez. Le petit in and out, carry de Jaime, main gauche. Mais l'avantage, quand tu as des cannes exceptionnelles comme Moussa Diabaté, un sens du compte, regardez cette action défensive magnifique, à 2 doigts du goaltending. C'est ce qu'on aime, Théo, avec Moussa Diabaté. La première chose, c'est que c'est un défenseur hors pair, capable de switcher. Miami, c'était tous en dessous des 2 mètres. Ils jouent small ball. Oui, c'est l'inverse, pardon. Voilà, ils c'est sont pas tous grave, en c'est pas dessous. grave, on a compris. En dessous. Ouais, parce que ce qui est super avec Moussa, c'est l'activité et la mobilité. Parce que sur la toute fin d'action, ce qui est aussi admirable, c'est qu'il voit il contre, il voit que le rebond défensif est récupéré. Là, il trace directement. Il se pose pas la question et son activité, elle est exemplaire toujours. Moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est ce côté, je peux switcher sur tout. Là, effectivement, Miami joue un small ball, mais c'est pas un problème pour lui. Je pense qu'il peut vraiment défendre 1, 2, 3, 4, 5 positions. Et puis, tu le dis, ces changements de transition d'état. C'est-à-dire qu'il passe de la défense à l'attaque, de l'attaque à la défense très vite. En fait, tous ces petits détails que des fois les superstars ou que les joueurs un peu feignants n'ont pas envie de faire, le petit pas en plus, l'aider reprendre, le sprinter. Mais lui, tout ça, en fait, c'est ses qualités premières et c'est ce qui fait qu'il gagne du temps de jeu. C'est le détail, Luka Doncic, qu'il ne fait pas, évidemment.
évidemment. Allez, on enchaîne avec une deuxième action avec Moussa Diabaté qui nous régale. On est sur un autre match, cette fois-ci c'est face aux Clippers. Regardez-moi ce contre magnifique. On se remet l'action du début. Vous avez vu à quel point il a recouru comme un fou pour sprinter. On le suit là. Il est à l'intérieur, il défend sur Ivica Zubac. On va suivre donc l'action des Clippers qui va finir bien sûr dans les mains de James Harden. Hein. Il y a rien à dire. Le mouvement à l'opposé, toujours le regard vers l'action pendant le déplacement de son adversaire. Pick and roll, parfaitement joué par les Clippers. Ça libère ce bel espace après la passe à terre de James Harden. Et donc dans ce cas-là, faut aller vite et faut aller avec une vraie intention de conquérant. John Collins, athlète de malade, qui arrive pour placer ses appuis. Regardez la détente, le contre, il y va pour faire de la dissuasion. En fait, au dernier moment, il se rend compte, je peux le scotcher. Moi, j'ai dit scotcher, je m'en fiche en 2026. Et ça donne une nouvelle action. Et derrière la course de Moussa Diabaté, il nous régale dans les rotations aussi, Moussa Diabaté, Théo. Ouais, là, tu vois aussi le côté discipliné. Il sait très bien qu'il se retrouve dans le rôle du joueur d'aide, le safety. Donc, c'est à lui de protéger l'accès au cercle. Et puis, la vivacité pour arriver. Il était sur une course où il allait ressortir la raquette parce que Zubac voulait l'écarter. Finalement, il arrive à revenir. Et aussi, le contrôle en l'air, quoi. C'est bien de venir en aide, exactement. C'est bien de venir dissuader, mais tu donnes pas les lancers francs. Il est vite de pied. Oui, c'est ce que tu dis un petit peu sur la vélo. Il est vite de pied, c'est-à-dire qu'il va sur la ligne de fond, là, il voit que finalement, il y a ce jeu à deux pick and roll, il revient très vite sur la réaction, les temps de réaction, il est très très vite. Troisième action de Moussa Diabaté, on enchaîne avec le Hornets. Je suis obligé quand même de dire que hier soir, la Melo Ball a fini à 1 sur 15 au tir. Disons que ça arrive dans une saison pour la Melo qui produit pourtant des bons matchs ces derniers temps. Troisième action de Moussa Diabaté. On y va, tout de suite, face au terrible surcoté Nicholls Booker, Erwan. Shout out à Clutch hier soir, évidemment, avec Rémi, on a fait une challenge de toutes les franchises et on a beaucoup rigolé. Dernière action de ce premier quart-temps, plutôt offensif, 30-29. Regardez, Moussa est donc embarqué pour défendre sur le pick and roll, embarqué donc là par les Knicks, et on va pouvoir suivre, ce qu'on adore, Erwan. Ça, c'est vraiment ce qu'on aime, les switches. Maintenant, c'est Deuce McBride, qui arrive, et c'est un défi de défendre sur un plus petit. Regardez la pression qu'il lui met. Il reste 4 secondes. Le gars, il est là, tout feu, tout flamme. Un premier stop sur le dribble main gauche. Et là, Deuce McBride, il est un peu dans la mouise. Moussa Diabaté est très bas. Un très bon shooter à 3 points, c'est important de le préciser. McBride avec 43% au tir. Il est loin. Et il va nous envoyer, une prière, malheureusement. Et un Moussa Diabaté parfaitement en place, qui ne mord pas sur les feintes et qui le gêne à la toute fin. Action, mais franchement, ça, c'est des actions de kiff. Vous savez, ça me fait penser à quoi? À Joachim Noah, vous vous souvenez, oui. avec Yannick qui applaudit là, dans les tribunes. Super action défensive. Ouais, ce qui est assez incroyable, c'est que finalement, ils choisissent de switcher et se retrouvent à mettre la même pression que si c'était un step-out. Oui, tout à fait. Très fort sur le pic. Et là, c'est ce que tu disais, Antoine, Erwan, sur sa qualité de pied, c'est qu'il est vraiment en position de défense, comme s'il était face à un mec de son gabarit, alors que c'est pas du tout la même. Moi en plus, j'adore les défenses agressives sur le pick and roll. Donc là, c'est tout ce qu'on demande à un intérieur moderne. D'être capable de faire ça. Le cul par terre, vite de pied, là on le voit encore plus, sur un petit arrière qui va normalement plus vite que lui, il va pas plus vite que lui. Et on voit à la fin l'assistant coach ou le coach même qui vient le prendre dans les bras pour célébrer, parce que ça, c'est des actions qui amènent tout le monde avec toi. Et Moussa Diabaté, c'est ce qu'il fait. Il va pas faire des fadeaway, il va pas shooter à 3 points derrière des écrans, mais par contre, il fait des trucs qui font du bien à l'équipe. Et c'est sa grande qualité. Et dans notre sport, il y a quand même des moments un peu charnières. Évidemment, tout le money time où on voit ce type de défense. On a fait Julius Randle la semaine dernière sur Victor Wembanyama. Des fins de quart-temps, des moments juste après étant mort, c'est des instants où il faut arriver à se relancer, et cette action va carrément dans ce sens-là. Dernière action pour notre ami Moussa, qui est undersized. Donc évidemment, on va demander à des mecs de 2m20 de faire des défenses comme ça. Faut aussi dire la vérité. On se retrouve dans le match face à Miami, et là, quand même une petite action d'attaque, parce qu'on n'est pas là pour faire que de la défense. Moussa Diabaté, regardez, est parfaitement placé. On suit sur un contre 1 là, des Hornets. Regardez, quand on parle du dunker spot, c'est exactement ça, ce qu'on demande aux pivots, aux intérieurs, de se présenter pour soit récupérer une passe, soit pour jouer le rebond offensif. Il y a une plus petite aide. Là, le sens du placement, la bagarre, un peu à la Dennis Rodman. Je me récupère le ballon. Et tu parlais d'être vite de pied, Erwan, tout à l'heure. C'est exactement ça. Je remonte rapidos et je me protège derrière le cercle pour aller chercher le end-one. Il a une énorme qualité qui fait du bien à n'importe quelle équipe de basket, c'est qu'il redonne des possessions. Au rebond offensif, il est
pénible à contrôler. Il est fin, c'est une anguille. Enfin, il est fin. Oui, Toute proportion gardée. Toute proportion gardée, mais c'est une anguille, c'est un gros bagarreur au rebond offensif et il rend énormément de possession à son équipe. Donc, ça fait que les adversaires, dans le match, 4, 5 fois peut-être, ils vont défendre pendant quasiment 40-45 secondes. Et ça, dans les fins de match, ben, ça use. C'est sa grande qualité aussi, c'est de rendre des possessions à son équipe. Non, franchement, il fait kiffer une grosse saison. Plus de 8 points, plus de 8 rebonds. Titulaire depuis quelques temps. Les Hornets vont mieux. Et il participe à ce début d'élan positif chez les Hornets, qui est quand même attendu depuis pas mal de temps. Et puis, Voilà. je suis obligé de dire, parce que tu as parlé de Rémi, mais c'est Moussa Diabaté qui jouait à l'USD Charonne, le club dans lequel on a joué avec Ah, il a joué à Sharon, mais oui, on en avait parlé. En mais oui, jeune, c'est vrai. bien sûr. C'est vrai, c'est vrai. From Sharon to la NBA, bravo, hein, bravo, ça marche. Hein. On va dire bravo à quelqu'un d'autre, c'est Léo aussi. Je voulais lui faire un shout-out déjà la semaine dernière. C'est lui qui anime toutes ces palettes et c'est chaque semaine magnifique. C'est un vrai travail qu'il fait. Et donc, on embrasse évidemment notre Léo national pour ce très bon travail, entre autres, sur la palette. Il est juste réalisateur de l'émission aussi. Voilà, exactement. Bravo pour les deux, Léo. Bravo pour les deux. Il y en a un qui est... moi, j'aimerais bien être aussi bon que Léo sur les quiz. On va voir ça. Allez. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. On est reparti, les gars, c'est une très belle émission. Est-ce qu'on peut finir proprement, s'il vous plaît? C'est pas ma spécialité. Je sais, mais... Moi, je commence et les autres T'es finissent. bon dans en plein général. de trucs et t'étais bon avant. Je me souviens, je suis retombé sur des messages d'un mec qui m'envoyait des noms de qui suis-je et il disait putain, en ce moment, Erwan, il est injouable. Et je me suis dit, Ah, ouais, c'est une ça- période. Mais ça Thomas est fait- très bon. Ouais, Après, qu'est-ce et que maintenant, ça a C'est changé. pas parce que Thomas est bon que je suis pas bon. C'est juste, je perds Si, continuer si, t'es comment. pas bon quand même. Mais face Non, à je Thomas, ramène-moi n'importe qui d'autre dans les commentaires, je pense que je gagne. Théo, t'as gagné Oui. de cette saison. Hein. Bon, ça fait longtemps, non, Non. Ah, pas cette saison Je suis hyper surcoté à ce jeu. À chaque fois, vous me dites des choses gentilles, mais c'est un décalage avec la réalité. Pour se mettre côté en... comme les Knicks. Ouais, pour se mettre en jambe, on part sur une énumération facile, les gars. Ils sont pas champions cette année. Tous les joueurs qui ont une bague sous Steve Kerr. Ok. Tous les joueurs des Warriors qui ont une bague sous Steve Kerr. Et pas ceux des Suns. c'est le gars. Allez. Donc c'est facile. Tous les joueurs, vraiment tous les joueurs, quoi. Tous les joueurs, c'est pour ça qu'il faut que ça aille vite. Faut quoi. Ouais, faut que... Vas-y, Théo. Chris Mullin. Non, putain. Stephen Curry. Allez, Steph Curry, Draymond Green. Draymond Clay Green, Thompson. Klay Thompson. Jordan Poole. Ah ouais, Kevin déjà. Durant. Ouais. Oh, bon, Erwan, enfin. Eux Non, je vais un peu. David West. David West, pourquoi pas. Andrew Bogut. Oui. Leandro Barbosa. Oui. Zaza Pachulia. Oui. Looney. Oh, j'allais dire lui, incroyable. Bien sûr. moi aussi. Fantastique. Allez. J'attends parce que... Attends, je vous dirai après à quoi je pense. Mais, Ok. Yann Clark. Oui. Oh putain, dis donc. Monsieur, Marie Spate. Et Nick Young. Nick Young, bien sûr. Patrick Mako. Patrick Oh, McCoy, ouais, là. l'ancienne comme ça. Ouais. Je suis sur un style de joueur là. Voilà, Ok. pour ça. Matt Barnes. Matt Barnes, bien sûr. Javali McGee. Ah oui. On a dit Andrew Wiggins. On l'a pas Andrew Wiggins, je l'ai pas enlevé, non. Non. Donc, On a dit l'a pas André Godala. Il a VIP des finales. On l'a même pas dit, j'avoue, après 5 On tours. l'a pas dit. C'est vrai ça, tiens. Ah, t'as dit Matt Barnes. Allez, il en reste encore une petite vingtaine. J'en ai un en tête que j'arrive pas à remettre là. Sachant que le roster n'a pas tant bougé depuis le dernier titre. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ah. Moses Moody, t'es déjà là ou pas Moses Moody était déjà là. Ouais. Kuminga. Oui, oui. Kuminga était déjà là. David Lee. David Lee. 2015. Ouais. Il est là. Je retombe sur mon gars. un mec Ah qui était- ouais. Je peux faire une description? Non, description ça marche pas. pour On toi. peut t'aider, Mec, dis-le. qui était au Wizards. Oui, il est là, je l'ai par sous les mes yeux. Wizards. Et on a dit que Il jouait c'était avec des lunettes. à un c'était, moment. Kevin Séraphin qui l'avait bien taillé. Il disait qu'il n'était pas fait pour ça. Ah. Autoporteur. Merci. Autoporteur. Ah, autoporteur. Ah oui, les Il lunettes. avait pas les Oh, épaules J'étais pour loin. être- Bah oui, il est excellent en plus. Du coup, comme on a fait une passe D en plus magnifique à notre ami Théo Messer, qui on oublie là dans les vrais gars là? Attends. Strength in number. Un gars qui a jamais changé de flow, par exemple. Kobatum. Presque. Ah, non, je sèche un peu, je vais pas vous mentir. Hein. J'en ai un pour toi, aussi. J'en ai Je un t'en aussi. souffle un. Attends. Je crois. Ah ouais. Attends. Non, stop. Tu arrêtes. Ah bah, j'ai rien dit, moi. Il roule sur tout le monde. On va pas en plus lui filer Je de lui laisse 5 petites secondes parce que, allez. Bah, je vais. Cinq. Non, il était pas là lui. 3, Je dis Podziemski.
Podziemski, il était pas là. Non, Ah, non. Je vais dire Kevin Durant, accessoirement. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Ah, c'est vrai. Non, Harrison Barnes, ça va. Harrison Barnes, c'est lui qui a pas changé de flow. Donc ça passe. Ça. Je l'ai dit à Kevin Durant, je l'ai dit il y a 10 minutes. Sean Livingston. Sean Oh, Livingston, mais bien oui, sûr. je le cherchais depuis tout à l'heure, là, je suis terrible. Euh, Safe in number. Le mec qui jouait pas beaucoup, là. J'ai le petit arrière, là, qui a fini aux Lakers aussi. Là, qui joue Ah beaucoup. oui, oh là là. Je sais plus comment il Le s'appelle. cuisinier. Ah oui, Cook. Ouais. Il était là. Non, prénom, par contre, prénom. Quinn Cook. Quinn Cook, voilà, merci. Pas Brian. Hein. On peut faire à la volée les derniers. Ouais, parce que là, je crois que je pioche là. Il y a un mec qui est encore dans le roster, un fils de Ah, Ah, Peyton. Gary Peyton. Payton. Ouais, Ah oui, Gary Payton. Ouais. bah oui. Damien Lee, on l'a pas dit. Hein. Non. Il y avait Non. James Wiseman qu'on Ah, ben oublie. celui que je cherchais. Ah, je me demande- Omri Caspi qui a une bague, même Eh s'il oui, a bien jamais sûr. joué. Ah, attends, il n'y a pas Bielica Si, il était là. Ouais, 2022, là. Jordan Bell, Ah l'avait. Ouais. Festus Ezeli. Justin Justin Holiday a pris une bague. Chris Boucher. Rookie. Ouais. Ah ouais. Chris Boucher, il était au Warriors. Juan Toscano Anderson, Ah bah oui, bien sûr. Brandon Rush, bref, Ouais. vous avez été plutôt pas mal. Ouais, Vous êtes mis en jambe. On peut aller sur le qui suis-je. Sur l'apnée, là. Le grand bleu. Laissez-moi juste réouvrir mon petit qui suis-je. C'est parti. J'attends une réponse d'expert, je vous le dis. De champion, pas d'expert. Parce que... Bref, je suis né le 15 juillet 1989. J'ai 36 ans. Et j'ai arrêté ma carrière en 2023. Mais mes mecs, commençons par le C'est commencement. un peu à manger, là. Non, j'ai pas envie. Je nais en Allemagne. Où je resterai 1 an avant qu'on parte aux États-Unis. Je fais mon cursus universitaire, là je vous en donne, hein, à LSU. Une saison, de 2007 à 2008, où je tourne à 15 points, 8 rebonds et 2 contres. Je me présente à la draft 2008, après seulement une petite année. Même si je suis frêle, ma polyvalence me permet d'être un rookie attendu. Je serai appelé à la 14e position par les Warriors, tiens donc. Le début de ma carrière se fait avec très peu de minutes, mais l'équipe va avoir beaucoup de blessés qui vont me pousser à jouer un peu plus. Même dans le 5, où je jouerai 22 matchs. Sur les 12 derniers matchs de la saison, je tourne à 13 points, 10 rebonds, 1 bloc et plus d'une interception. Guillerins. Hein ? Guillerins. N'importe quoi. L'été suivant, je me renforce 15 points. et je me mets une grosse session de training l'été. J'arrive à la Summer League de 2009 en pleine forme. 15 points, Euro. Ouais, je vais taffer fort en plantant 42 points contre les Bulls en Summer League. Je ferai même un mini-camp avec Team USA, sachez-le. Oh. J'aurais pu finir MVP de la Summer League, mais Blake Griffin me grille la priorité. Ma saison suivante est malheureusement gâchée par les blessures. 33 matchs joués pour seulement 22 minutes de moyenne. Je suis tradé en juillet 2010 contre David Lee aux New York Knicks. Oh, je l'ai. Jordan Hill. Pas du tout. Oh. Une expérience de courte... On peut s'arrêter 2 minutes. Eh, tu fous la haine. parce que Le j'ai temps vraiment- s'est arrêté. J'ai Hein. vraiment cru que tu l'avais. Il avait déjà lâché le bac. hein, ouais. J'ai envie de te gifler. Allez, on se remet dedans. Attends. Une expérience de courte durée Oh. à Big Apple. Oh, bah vas-y, attends, c'est qui ce mec aussi là 17 petits matchs avec le numéro 4, avant d'être à nouveau tradé pour Minnesota dans le gros trade qui ramène Melo à New York. Vous savez, Je jouerai 57 matchs avec Minnesota pour 17 minutes de moyenne et 9 points, C'est qui ce mec profitant un temps de la blessure de Kevin Love. À l'été 2012, je signe un contrat sur plusieurs années avec Denver. Lors de mes 2 saisons là-bas, je jouerai peu de minutes, une dizaine en moyenne. Je serai tradé 2 fois, mais je ne rejouerai plus en NBA. Oh la vache. Je n'ai que 24 ans et je vais continuer ma carrière en Europe. Je signe au Lokomotiv Kuban pour 2 saisons en 2014. Je serai très rapidement C'est pas performant. Mickey Moore Non, Non, il terminant passe en dans la Boston. Mickey Moore. All Eurocup Putain, Second Team. L'année Oh, suivante, Les bâtards, putain. on se qualifie au Final Four. D'Euroleague Ou de Eurocup, Eurocup toujours, Eurocup. Parce que Kim Keys n'ont jamais fait le Final Four d'Euroleague. Ça doit être À le l'été 2016, je signe au Real Madrid, où je vais gagner l'Euroleague. Anthony Ah bah ouais, Randolph. Anthony Randolph, ça sort Oh. ici, l'été Ah suivant, oui. je remporte. Attends, c'est que Anthony Il a Randolph fait qu'on LSU. choisit, qu'on Ah cherche, ouais, là oui, Attends, c'est juste Anthony Randolph, je suis dégoûté. c'est juste Anthony Randolph. Le Slovène. Je te jure, Slovène. l'été suivant, Oh je là gagne là, bah l'Eurobasket. oui, ouais. Faut Ah ouais, hein. Ah, chapeau. Bravo, Faut sortir la grand voile, là, je te dis, c'est du garou, hein. C'est Oh pour la ça que vache. j'ai une réponse on est de champion mauvais, parce que ouais. je voulais dès le début, je Bah ouais, m'imaginais. Warriors Enix, comment on dit pas Magnifique. Anthony Randolph Et les sous, je l'ai pas. Non. Les Knicks, je le vois, mais. les sous, même Au Warriors, si. je m'en souviens Si, plus si, trop si. aussi, mais ouais. Et Oh, Minnesota. si, si, si. Minnesota, oui, Minnesota, je l'ai. Oh là là. Alors, Anthony Randolph. Après, j'avais plus rien écrit après le Real Madrid. Oui, la Slovénie, Ah l'été bah 2017. oui. Ah bah, c'est quand même son Ouais, highlight, oui. hein.
Bah oui. Ouais, tu prends. On bah. prend. Non, mais c'est une victoire, il n'y a rien à dire. Ah ouais. Je vais aller- Jordan Hill, j'étais pas loin en fait. Allez, on va aller. C'est pas loin. On va aller. Eh, tu m'as fait peur ton truc. Oh, je l'ai. Et il dit, il envoie une saucisse. J'ai envie de dire Damon Hill d'ailleurs. Allez, c'est encore une fois. Merci Théo. Hein, Avec chaque fois, plaisir. on s'est Ouais, régalé. comme Théo, putain, quel Il faut que tu plaisir. fasses un resto après le First Day Show. D'ailleurs, c'est ce qu'on va Vas-y. faire tout de suite après cette émission-là. J'ai Parce l'info que... d'ailleurs, Erwan. Théo, pendant que c'était 4, il a dit un gros mot. Ah oui, c'est Ah, vrai. ça nous a Comme tous quoi, choqués. alors parce que nous, on se fait critiquer parce qu'on parle pas toujours bien la langue de Molière, mais on a entendu Théo dire un gros mot, mais Ah ouais. c'était off. Donc c'est là, Ça compte pas, ça. c'est là où il est bien meilleur que nous. Sur un collègue. Allez, on se retrouve demain sur la chaîne Offense pour évidemment le débat parallèle autour de la série Stranger Things. Sinon, on se retrouve lundi en direct sur YouTube et Twitch pour le Big Monday avec la libre antenne et le NB Classic Game, les 50 points de Victor Wembanyama face aux Washington Wizards. Sinon, jeudi prochain, dans le First Day Show. Ciao, ciao l'équipe, bon week-end à tous.